Quel avenir pour les APL après le traumatisme de l'été, la baisse de 5 euros de ces APL? Eh bien, l'État s'est-il rendu compte dans l'opinion des problèmes que ça a pu poser? En tout cas, Julie, on a assisté à un lissage de la baisse des APL vis-à-vis des HLM hier. Alors exactement, le texte initial prévoit que la réduction de 1,7 milliard d'euros des APL versées par l'État aux locataires des HLM soit compensée par une baisse de loyer équivalente. Et regardez, les députés ont voté un amendement pour rendre plus progressive la baisse des APL et l'étaler sur 3 ans, 800 millions d'euros en 2018. Et en contrepartie, le gouvernement veut augmenter de 700 euros la contribution des organismes HLM à leur caisse de garantie. On en parle avec Stéphane Peu, vice-président de la Fédération nationale des offices publics de l'habitat. Pardon, excusez-moi, je regarde la mauvaise personne. Guillaume Vitelet, député La République En Marche du Val d'Oise, membre de la commission des lois. Et puis Olivier Babot, vice-président de la Fondation Concorde. C'est quoi? C'est un début de sortie de crise? Je ne crois pas. Pour l'instant, vous avez donné les chiffres. Au lieu de faire peser sur les organismes HLM 3,5 milliards sur 2 ans, la proposition est de faire peser ces 3,5 milliards sur 3 ans. Donc c'est un étalement d'une année, mais les conséquences sur la survie des organismes HLM, dont 220 d'entre eux sur les 450 organismes HLM de notre pays, seraient dans le rouge dès la première année. Donc on ne peut pas considérer que l'amendement qui a été déposé par le gouvernement jeudi dans le débat sur le projet de loi finance soit un amendement qui sorte. Pour vous, c'est quoi? C'est une goutte d'eau? C'est du... Oui, parce que si vous voulez, ça va se traduire par une cotisation supplémentaire qui sera probablement d'ailleurs plus une TVA supplémentaire. Ce qui pose d'ailleurs un problème, c'est qu'en France, les régimes de TVA, ils obéissent à la classification des produits. Donc quand on est un produit de première nécessité, on a une TVA à 5. Un produit de consommation courante à 10 et un produit de consommation accessoire à 20. Ne pas considérer le logement et le logement social en particulier comme un produit de première nécessité dans un pays où il y a 15 millions d'hommes, de femmes et d'enfants. Combien? Voilà. Pour l'instant, la TVA pour le logement social est à 5,5. Ouais. Vous répondez quoi à ça? Une goutte d'eau, pas grand-chose? Alors, sur ce point-là, juste, c'est une suggestion qui avait été faite par l'USH, l'Union des HLM, quand même, l'histoire de la TVA qui passait à 10. Donc, bon, je pense qu'au-delà des principes, il y avait une volonté de trouver une solution. Pour reprendre votre question, non, ça ne peut pas être une reculade. Les objectifs du gouvernement restent les mêmes. Il s'agit de permettre de mieux loger. Il s'agit de permettre une réforme du système HLM dans ce pays. Ça passe par la baisse des APL. Juste une précision, ce n'est pas des APL que touchaient les locataires. Ce sont les organismes qui les touchaient. Et c'est ça qu'on remet. Oui, mais eux disent, du coup, on ne va pas pouvoir investir. Écoutez, d'une part, il faut remarquer que le gouvernement a développé une politique d'accompagnement de cette mesure sur les investissements qui est considérable et qui dépasse très largement le milliard et demi dont on parle. Ce sont des mesures sur ce qu'on appelle des prêts du haut de bilan. Explication. Ouais, c'est compliqué là. Là, je suis désolé, mais il y a une partie un peu technique dans tout ça. C'est de l'apport en capital pour les organismes. On va appeler ça comme ça. Il y a la transition énergétique qui va être financée. Il y a à terme le doublement du budget de l'ANRU, donc de la rénovation urbaine. Donc en termes d'aide à la construction, on ne peut pas dire qu'il y a une... Vous compensez de toute façon? Ah oui, de toute façon. D'accord avec ça? Non, absolument pas. Non, absolument pas. D'abord, les 1,7 milliard qui vont être amputés dès 2018, avec l'effet de levier de l'emprunt que ça peut permettre de faire, c'est 12 milliards d'euros de commandes pour les artisans et les PME du bâtiment qui vont disparaître. C'est autant de moins sur leur carnet de commandes. Et c'est des organismes en difficulté très, très rapidement. Donc les compensations, le fait d'étaler la dette et de renvoyer toujours plus loin, parce que les prêts de haut de bilan, il faut faire simple, c'est on renvoie un peu plus loin et on allonge un peu plus la dette, mais on ne règle pas les capacités des organismes HLM à s'entretenir. Donc c'est un peu la double peine pour les locataires, parce qu'ils vont subir les 5 euros. La loi de finances, ça, ils le subissent déjà. Ils le subissent déjà. Et ils vont subir le gel du barème APL pour l'année 2018. On en parle moins, mais c'est aussi dans la loi de finances. Et ils vont être condamnés à vivre dans un patrimoine qui va se dégrader, puisque les organismes HLM n'auront plus les capacités de l'entretenir. Donc c'est vraiment très lourd pour les familles modestes qui vivent en HLM. Justement, on va peut-être voir ça avec Christophe Buzine. Regardez.
Le quartier des Buères et ses 700 logements sociaux. Ici, une vaste opération de réhabilitation a été lancée pour un coût de 68 millions d'euros. Si certains immeubles sont flambant neufs, le gros du travail reste à faire. Une opération remise en cause par la baisse des APL voulue par le gouvernement. On a 2 bâtiments qui doivent partir l'année prochaine en travaux. Certainement que ceux-ci, on pourra le faire, mais les autres bâtiments qui sont concernés, on ne pourra pas intervenir à la hauteur de ce qu'on a annoncé, voire même il y a certains projets de réhabilitation qu'on va devoir stopper. La baisse des APL pour le logement social sera compensée par une diminution des loyers et donc des recettes des bailleurs. De quoi inquiéter Farida Kendri, elle est chargée de faire le lien entre les habitants et l'organisme HLM. Les gens me demandent que les parties communes soient nettoyées quotidiennement, que les espaces extérieurs, on ait des aires de jeu pour les enfants, que dans leur logement, tout fonctionne correctement. Et je serai dans l'obligation de leur dire que ça n'est pas possible. Dalila Boussri a toujours habité les Buères. Pour son logement, elle a eu la chance de profiter des premières réhabilitations, mais elle redoute désormais de voir son quartier laissé à l'abandon. Nous, nos seuls interlocuteurs, ça sera le bailleur. On dira que le bailleur nous a abandonnés, alors que ce n'est pas le bailleur, c'est l'État qui nous abandonne. Autre crainte d'Est Métropole Habitat, ne plus avoir les moyens de construire de nouveaux logements sociaux. Ce chantier de plus de 15 millions d'euros se termine, ce sera peut-être l'un des derniers. On a à peu près 2-3 ans devant nous où on peut maintenir nos engagements, continuer un petit peu à construire. Mais au bout de 3 ans, ça veut dire que j'aurai asséché toute ma capacité à réhabiliter ou à construire des logements neufs. À l'heure actuelle, 4000 logements sociaux sont construits chaque année sur la métropole lyonnaise. Ils vont y perdre là-dedans, les bailleurs sociaux, avis de l'économiste Peut-être, même si là, on voit qu'il y a une bataille de chiffres et qu'il y a une négociation qui est en cours. Je crois que la question aujourd'hui qui se pose, c'est est-ce qu'on est face à une vraie stratégie pour le logement de la part du gouvernement, ou est-ce qu'on est face à une tactique de Bercy pour arriver à mettre à mettre la main sur une partie des 20 milliards d'euros quand même que coûtent les APL. C'est-à-dire, est-ce qu'on est, on pourrait dire, dans une des opérations de raclage de tiroirs auxquelles on assiste couramment maintenant pendant les budgets tellement on a peu d'argent, ou est-ce qu'il y a une vraie politique ? Est-ce que le logement va bien en France ? Non, il ne va pas bien. On sait qu'on a plusieurs millions de personnes qui sont mal logées, comme le dit la Fondation Abbé Pierre. On sait que le logement social aussi, et ça c'est un rapport qui n'a pas été publié, on sait pourquoi les rapports ne sont pas publiés en France, c'est quand ils disent la vérité. De l'Inspection générale des finances qui expliquait que les organismes HLM sont très mal gérés, que les attributions des logements sont totalement opaques et sont parfois particulièrement problématiques. Parfois, ils sont attribués aux gens qui les attribuent eux-mêmes. C'est pas moi qui l'invente, c'est le rapport qui a été sorti par les Échos et qui n'était pas publié. Donc aujourd'hui, je crois qu'il est très intéressant qu'on essaye de mettre un petit peu de lumière sur le fonctionnement. C'est pas seulement une question d'argent, c'est pas seulement une question de gros sous, c'est une question de clarté dans le fonctionnement. Parce que le problème du logement social, on le sait aujourd'hui, il y a trop de Français qui y ont droit et il y a finalement les gens qui en ont vraiment besoin, qui n'y ont pas accès, parce qu'on a un taux de rotation qui n'est pas assez fort. Et là, on peut peut-être saluer un effort de la part du gouvernement pour essayer d'augmenter justement ce taux de rotation. Justement, est-ce une simple réformette ou une grande réforme en général ? Écoutez ce qu'en disait Emmanuel Macron lors de son interview télévisée sur TF1 à la mi-octobre. Ce sur quoi s'est engagé le gouvernement, c'est de dire on va un peu baisser les loyers. Pourquoi ? Parce que dans le monde HLM, il y a des réserves. On le sait bien depuis des décennies. Il y a une cagnotte cachée dans le monde des HLM. Il y a des acteurs du monde HLM qui ont en effet beaucoup d'argent. Il y en a qui ont beaucoup d'argent. Mais donc, on va leur demander de baisser, de faire un effort. En contrepartie de quoi, le gouvernement a pris des engagements pour leurs finances. Et en face de ça, on va baisser d'autant les APL pour revenir, faire baisser la dépense publique dans l'ensemble. Mais pour que le reste à charge des plus jeunes, des plus modestes, lui, ne bouge pas. Stéphane Peu, on vous voyait un peu soupirer pendant cette interview d'Emmanuel Macron. Il y a une réserve dans le secteur HLM. D'abord, c'est toujours pénible d'entendre un président de la République sortir des lieux communs. Alors, je précise que vous êtes aussi député communiste de Saint-Denis. On attend quand même autre chose. D'abord, il faut dire une chose. Les organismes HLM, quel que soit leur statut, office public ou entreprise sociale de l'habitat, ne rémunèrent pas de capital. Ils ne reversent pas de dividendes. Toutes les marges sont réinvestis, soit pour construire. J'allais vous dire heureusement, c'est quand même. Oui, heureusement. Mais si vous voulez, on connaît des entreprises dans le secteur privé dont les marges, on les arbitre davantage vers les dividendes que vers la recherche et le développement ou le réinvestissement dans l'appareil productif. Dans le monde HLM, ça n'existe pas, puisque ce ne sont pas des structures capitalistiques au sens propre du terme. Oui, mais d'accord. Deuxièmement, faire peser aux organismes HLM qui ont des loyers conventionnés et réglementés, ils ne sont pas libres de décider de leur loyer,
le caractère inflationniste des APL, c'est quand même incroyable quand on sait que le secteur privé est le grand consommateur d'APL, majoritairement consommateur d'APL. Plus de la moitié des 18 milliards sont versés à des propriétaires privés, parfois même, j'en connais dans ma ville, à des marchands de sommeil. Et eux, tout ce secteur qui ont des loyers 3, 4, 5 fois supérieurs aux loyers HLM, non seulement on leur demande rien, mais dans la loi de finances, on continue. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est une injustice qu'on demande des efforts. C'est pas que l'un n'empêche pas l'autre, c'est que aux uns qui ne sont pas inflationnistes, qui ont des loyers réglementés, on leur demande l'effort, et aux autres, on leur demande rien. Si vous m'y autorisez, je voudrais revenir sur l'idée que c'est un secteur qui se porte, on va dire, plutôt bien. Il y a 2 milliards. Désolé d'être sur les chiffres, mais enfin, même si c'est pas que des sous, à un moment donné, ça se traduit un peu comme ça. Il y a 2,2 milliards de marge nette, je crois, ce qui correspondrait à peu près au bénéfice d'une entreprise. C'est 10% du chiffre d'affaires. Bien des entreprises aimeraient bien avoir cette marge nette-là. Alors, c'est réinvesti, certes, mais enfin, il y a quand même 11 milliards de trésorerie quand même sur les organismes de logement social. Ce qui est fait quand même... Je dis pas que... Par contre, il y a une extrême diversité. Il y a des organismes, en effet, qui sont en fragilité. Et c'est pour ça que le gouvernement veut aussi mettre en place, en dialogue avec les organismes de logement social, des systèmes de péréquation et de mutualisation. Mais la réalité, c'est que cette marge nette, elle est faite à partir des APL, parce que les APL, c'est une part importante du revenu des bailleurs sociaux. Est-ce que c'est normal que des aides à la personne que ne touchent pas les personnes servent à dégager cette marge nette? Ce que nous voulons faire, c'est changer le modèle sur lequel c'est Mais donc, cette affaire des APL, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Derrière, il va y avoir une grande modification de la politique du logement qui, pour vous, est très mal gérée. De fait, c'est 40 milliards d'euros par an qui n'aboutissent pas à améliorer sensiblement la situation du logement. Donc ça marche pas. Ça marche pas. D'abord, ça marche pas. Et par ailleurs, nous avons, les ministres Mézard et de Normandie ont en préparation, ils l'ont annoncé, une loi qui doit arriver en février, qui sera une loi qui va permettre le choc de l'offre pour permettre de faire pression sur les loyers à la baisse, et qui va permettre de relancer la production. Alors attendez, on va peut-être écouter justement du côté de l'opposition Éric Coquerel, député de la France Insoumise, et puis la réponse du ministre Julien de Normandie. Quand vous faites une telle réforme, qui est une réforme juste et efficace, l'ensemble des Français en sortent bénéficiaires, c'est-à-dire que pour l'ensemble des Français, ça ne coûte pas 1 euro et en plus, ça permettra à terme d'améliorer le logement social en France. On ne voit pas très bien par quel miracle tout ça va produire de l'effet. Et ce qu'il faut, c'est construire des logements sociaux. C'est bien ça la réalité. C'est pas du tout ce que s'apprête à faire le gouvernement qui, en réalité, a un objectif, la politique d'austérité quand c'est les plus pauvres et des cadeaux quand c'est les plus riches. Alors même François Jolivet, qui est rapporteur spécial du volet logement de la loi de finances, député La République En Marche, il a dit la chose suivante: le prélèvement d'1,7 milliard n'est pas soutenable pour la filière, elle met en danger le modèle économique, les constructions futures, etc. etc. C'est-à-dire que même au sein de la majorité, on a un peu des désaccords vis-à-vis de ça. Je pense que cette intervention a une date et que depuis, il y a un dialogue qui s'est engagé. Il y a des mesures d'accompagnement qui ont été annoncées par le gouvernement. Il y a c'est bien l'objet de cet amendement, l'article 52, qui a été déposé et voté jeudi soir ou vendredi matin. Non, c'est vendredi matin, parce qu'on a un peu joué les prolongations en la matière. Et on est dans un modèle qui est en train de se construire, et il y a un dialogue qui se fait avec le monde du logement social. Peut-être Olivier Babot, qu'on n'a pas entendu beaucoup. Pour vous, il faut vraiment changer la politique du logement en France ? Oui, c'est absolument évident. On dépense 2 fois plus que dans les autres pays de l'OCDE et on n'a pas du tout une situation du logement qui est plus satisfaisante qu'ailleurs. Alors qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met encore plus d'argent? Et plus on met d'argent, et moins ça marche bien. Ça, c'est ce qu'ont fait tous les gouvernements jusqu'à présent. Absolument. Et il y a un moment donné où il faut se rendre compte, par exemple, que les politiques d'aide, en effet, sont inflationnistes, que le prêt à taux zéro aussi aide juste à augmenter les prix. Et donc, c'est de l'argent public qui est dépensé en pure perte et extrêmement mal. Comprendre aussi, par exemple, que le plafonnement des loyers ne fonctionne pas. C'est pas parce que vous allez fixer le prix du pain que vous allez avoir plus de pain. C'est un problème de marché, en effet. Libérer l'offre, ça, c'est une réponse intelligente. Est-ce que les HLM font leur beurre, entre guillemets, avec les APL? Non, il ne s'agit pas effectivement d'avoir une analyse de ce type-là, on pourrait dire, qui pourrait... Il y a eu des mauvaises gestions, je parlais du rapport de l'ISF, de l'IGF, pardon,
Lapsus. C'est autre chose. Lapsus. Non, il y a eu une mauvaise gestion qui nécessiterait un peu plus de clarté, mais il n'y a pas, on pourrait dire, de nécessité d'enrichissement ou d'enrichissement personnel. C'est pas du tout là. En revanche, il y a des améliorations dans le fonctionnement et dans l'efficacité qui sont réelles. Avec ça, oui, il faut réformer quand même le secteur HLM qui n'a pas changé depuis les années 70. D'abord, il faut dire une chose, les HLM en France, ça a 120 ans d'histoire. Voilà, ça a été inventé par Jules Siegfried, qui est d'ailleurs du Havre, la ville du Premier ministre. Et le Premier ministre lui-même s'est aperçu que dans son propre office HLM, qu'il connaît bien au Havre, il était en difficulté dès l'année 2018. C'est aussi ça qui a décidé le Premier ministre à reprendre la main sur ce dossier et à ouvrir des négociations, parce qu'il voyait bien dans la loi de finances une dérive technocratique qui a été catastrophique. Donc il fallait faire quelque chose. Oui, mais moi ce que je ne comprends pas, parce que qu'il faille se réformer, bien sûr, et les HLM se sont déjà beaucoup réformés, ils doivent encore le faire. Moi j'ai présidé un organisme HLM qui était le résultat de la fusion de 6 petits organismes communaux. Et on en a fait un grand, donc on s'est réformé. On a mis 10 ans. Ce que veut Emmanuel Macron. Oui, mais il n'y a pas de problème. Les HLM sont conscients qu'il faut sans cesse évoluer et sans cesse se réformer. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est que le gouvernement annonce pour le mois de février une loi cadre sur le logement. Parce que le logement, c'est une politique globale. Ce n'est pas que les HLM. C'est une politique générale. Il annonce cette loi cadre pour le mois de février et au détour d'un article de la loi de finances, il crée quelque chose qui bouleverse complètement le système. Donc nous lui disons une chose simple, faites un moratoire sur les articles de la loi de finances qui bouleversent totalement le système, renvoyez-le dans la loi cadre du mois de février, c'est 3 mois, même pas 2 mois de différence, et au moins rapide. On aura une discussion cohérente. Rapide, juste pour dire que les loyers HLM sont des loyers plafonds. Et il peut y avoir des loyers qui sont en dessous, décidés par les HLM. Et de fait, je considère que les APL ont parfois, dans certains organismes, conduit à être toujours au plafond. Mais pour revenir à la proposition de passer au moratoire et donc de... En 2 mots. C'est la loi de finances. La loi de finances, elle prévoit le budget du pays globalement. Et c'est dans le budget du pays. C'est dans la démarche globale. Vous savez qu'il y a des lois de finances rectificatives. Certes, bon, mais là, c'est normal qu'on soit quand même sur et c'est dans le programme d'Emmanuel Macron. Et c'est dans le programme. Merci. Oui, mais Désolé, c'est le mot de la fin, on manque un peu de temps. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus ce samedi soir. Tout de suite, c'est un nouveau journal. Et ensuite, on posera la question à nos invités. Est-ce qu'il y a un culte de la réussite avec Emmanuel Macron ? À tout à l'heure.